Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. Nous sommes mardi 4 octobre. Dans un instant, nous allons recevoir Madame Gabrielle Louis Carabin, le président de la Commission des personnes âgées. Bonjour. Bonjour, Monsieur Zandronis. Merci à Canal 10 de nous inviter. On va recevoir ensuite Aline Migerin, chroniqueuse de la myopie évolutive. On va en parler. Cynthia Lefort, notaire bouriste et infirmière naturopathe, sera avec nous dans un instant. Et Barbara Montpierre, chroniqueuse, sera aussi là. Et puis nous allons terminer en beauté avec deux dessinateurs que je reçois pour la première fois, Michael Dambi et Dwayne Huneau. Ce sont les dessinateurs du groupe The Laskamit. Ils sont les invités de Caribule. Ils seront tout à l'heure avec nous. On va expliquer un petit peu leur démarche. Sinon, l'actualité, c'est la conférence de presse du procureur de la République sur l'accident qui a coûté la vie à un agent des routes de Guadeloupe. Malheureusement, on en parlera, le chauffeur a été contrôlé positif à l'alcool. On parlera aussi du blocage de la Chambre d'agriculture avec Michel Depape. Et puis on fera un petit tour sur la question de l'AVC, puisque la ARS a lancé une véritable campagne pour permettre aux gens au moins de résister à l'AVC, de faire attention. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de notre journal. Nous sommes contents d'être avec vous. Et vous aussi, nous remettre en route. Alors, Gabrielle Carabin, c'est la semaine bleue. Et vous êtes en bleu d'ailleurs. Okay. Et vous êtes président de la Commission des personnes âgées. On dit que la Guadeloupe, c'est un pays qui est en train de vieillir. Mais hier, je recevais une dame qui me disait que les vieux, entre guillemets, ce qu'on appelle les seniors, sont quand même une richesse pour le pays. Alors, c'est vrai que le département de la Guadeloupe, comme la Martinique, ce seront des départements qui auront beaucoup plus de personnes âgées dans quelques années, dans les années 2030. Mais quand vous me dites que vieillir, ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Simplement, il faut que nous aidions nos personnes âgées à mieux vivre pour qu'effectivement, qu'elles apportent aussi des idées pour faire avancer notre société. Parce que même quand on est âgé, on a des choses à dire dans ce département. Alors, je suis ici sur ce plateau, c'est vrai en tant que présidente de la Commission des personnes âgées au département, mais c'est aussi dans le cadre surtout de la Semaine bleue, qui a commencé depuis le jeudi 27 et qui se terminera le dimanche 9 octobre. Il y a une belle petite fête. Comment? Il y a une belle petite fête. Ah oui, vous venez de l'entendre. Le dimanche 9 octobre, c'est vrai. Oui. Il y aura une belle fête à la Casa, où le président du département va inviter environ 10 ou 15 personnes des clubs du troisième âge qui existent dans notre département pour venir danser, s'amuser. Surtout que dimanche dernier, on devait faire une marche avec les personnes âgées à Petit Canal. Et je crois même le maire de Petit Canal avait commencé à mettre les tentes. Mais il pleuvait. Oui. Donc, on a arrêté la manifestation. Alors, les gens vont dire, ouais, mais depuis samedi ou dimanche, il faisait le beau temps. Mais là, comme la terre était mouillée, on a préféré reporter cette manifestation. On ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque. Et je dis que je ne sais pas encore la date à laquelle elle se fera, mais elle se fera au cours de l'année, puisque au département, on a en charge nos personnes âgées pour leur permettre de mieux vivre chez elles, d'aller en EHPAD s'il le faut. Et il y a effectivement beaucoup, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'on fait, mais je pense que dans le plan de mandature 2021-2028, il y a quand même penser à agir notre territoire pour la Guadeloupe, mais il y a aussi des choses que nous devons faire pour nos personnes âgées. Alors justement, dans ce cadre-là, puisqu'il y a des personnes âgées qui regardent cette émission en ce moment, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Qu'est-ce que vous leur proposez en général pour ce qu'on appelle le mieux vivre? Pour mieux vivre, premièrement, il faut bien s'alimenter, je dis. Et quand on dit mieux vivre, c'est-à-dire, moi, ce que j'aurais pu vous dire, chacun essaie de vivre comme il veut. Mais nous, une personne âgée, un médecin traitant, ça c'est hors sujet du département. Une personne âgée, il y en a qui pratiquent la natation, qui pratiquent le sport, qui mangent du local, qui s'occupent de leurs enfants. Il ne faut pas rester inerte. Et je leur dis très souvent aux personnes âgées, il y a des clubs du troisième âge, il faut y aller parce que là, on joue aux cartes, on joue au domino, et ça vous permet de sortir de votre isolement. Parce que nos personnes âgées, d'une manière générale, ne sortaient pas tellement. Mais le fait qu'il y ait les clubs du troisième âge permet aux personnes âgées de sortir.
Mais il faut vous dire que depuis 2 ans, nous avons eu le Covid. Oui. Et il y a eu cet isolement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes isolées qui étaient seules. Et c'est pour cela qu'on n'a pas pu faire la Semaine bleue l'année dernière en présentiel. Nous l'avons fait en distanciel. Donc cette année, la Semaine bleue se fait vraiment en présentiel pour renouer les liens avec différents clubs de personnes âgées qui sont en Guadeloupe, puisque dans chaque commune, il y a un club du troisième âge. En outre, le département, et c'est vrai, nous sommes dit que là, dans ce plan de mandature, il faut se rapprocher des CCAS de la Guadeloupe. Parce qu'il y a des CCAS qui très souvent ne s'occupaient de rien. Avec dans le cadre de la Semaine bleue, tous les centres communaux, sociaux de la Guadeloupe ont un programme et il y a des manifestations dans toutes les communes de ce département. Oui, même dans votre commune, il y a des choses particulières chez moi, il y a des choses particulières, c'est-à-dire nous avons la danse à Grand-Fond, nous avons à la bibliothèque, il y a... comment on appelle ça? Un festival moderne. Hein? Oui. C'est pour un peu éveiller la mémoire à la médiathèque. Oui. Et à Guénette, il y a aussi la danse de quadrille, le dialogue, des jeux de belote. Non. Alors, dans toutes les communes, je vois par exemple à Petit Canal, à Médiron, effectivement, dans le centre Toribio, pour Lamentin, faire découvrir. C'est ça, hein? C'est se rencontrer, sortir, danser et oublier nos soucis. Tout le monde en a. J'ai envie de vous demander quand même, Mme Carabin, vous avez connu ce qu'on appelait avant que les vieux mouns. Par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Ah mais moi je ne dirais pas ni vieux moun, hein. Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très alertes, même à 90 ans. Hein. Tout dépend. C'est-à-dire, moi je disais ça à une amie dernièrement, je me rappelle ma mère et mes tantes. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais jeune et petite, et je les entends. On disait, faut pas mettre telle couleur. À un certain âge, vers 60 ans, les gens ne mettaient plus de couleurs très vives. Mais maintenant, nous mettons des couleurs vives, nous allons chez le coiffeur, nous ne sommes pas isolés. Donc, il y a la pratique du sport, tous les clubs du troisième âge. Mais dans les communes, on fait il y a la marche le matin pour nos personnes âgées. L'essentiel, c'est savoir se prendre en main. Et quand on ne sait pas se prendre en main, logiquement, le Centre communal d'action sociale ou les collectivités prennent en main aussi les personnes âgées. Alors, il y a un autre souci pour les personnes un peu plus âgées aujourd'hui, c'est le problème du numérique, parce que tout le monde n'est pas habitué au portable, à l'Internet, etc., etc. Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir... mais justement, comme on va parler du numérique, je pense qu'à la médiathèque, il y a des personnes âgées. Dans le cadre de la Maison de France Service, ils viennent effectivement faire leur démarche, mais nous avons effectivement... Une employée de la mairie qui essaie de les former et à la médiathèque, ça sera ça. Et beaucoup de personnes âgées viennent, en plus ça réveille la mémoire. Oui. Et yo même yo ka dit en pacifié qui ça hein, un carabin en moderne. Oui. Donc tout ça dans le cadre de la Semaine bleue. Mais alors est-ce que il faut comprendre qu'une fois que la Semaine bleue est terminée, ou quoi oublier tout de suite? Non, la Semaine bleue, c'est une semaine qui a été déterminée par le national. Oui. Donc, naturellement, nous sommes un département français. Donc, le département qui a en charge cette structure sociale, les personnes âgées, nous sommes dans la Semaine bleue. Nous avons des fonctionnaires qui préparent effectivement un éventail de manifestations pendant toute la semaine. Et je dis qu'elle est partie du jeudi 27 septembre 29 septembre au dimanche 9 octobre. Donc il y a quand même beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de manifestations, d'une manière générale, dans toutes les communes. Oui. Et il y a des émissions le jeudi. Il y avait une émission le jeudi dernier, il y en aura encore d'autres, où des fonctionnaires du département chargés des personnes âgées viendront expliquer, ces fonctionnaires vont expliquer comment faire la demande d'appât, comment avoir la téléassistance, comment avoir les gardes de nuit, comment effectivement, parce qu'il y a aussi le cadre de vie. On parle d'EHPAD, il y a des EHPAD. Nous avons beaucoup d'EHPAD, mais nous avons aussi des gens que nous disons,
ils peuvent rester à domicile. Mais dans des conditions de vie, il faut rendre leur vie dans leur foyer beaucoup plus agréable. Eh bien, on a effectivement ce qu'on appelle, alors avant on disait l'amélioration de l'habitat. Non, le département donne une aide à l'adaptation du cadre de vie. Donc vous faites une demande, vous présentez un devis, il y a un ergothérapeute qui vient visiter votre domicile et ainsi on peut vous attribuer l'aide. Pour cette année 2022, c'est à hauteur de 600 000 euros. 139 dossiers ont été validés. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Oui. Alors, l'autre question, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la question de l'isolement, parce que autrefois, on vivait dans un cadre familial assez élargi, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées se retrouvent seules. Mais vous savez, nous avons beaucoup de nos enfants, certains enfants qui ne sont plus là, qui vont travailler. À l'étranger. On disait à l'étranger, en France, mais au Canada, ailleurs aussi, et qui, ce lien familial qui existait autrefois, je ne peux pas dire qu'il n'existe pas, mais on le vit différemment. Une jeune ne va pas rester pour s'occuper de ses parents. D'ailleurs, la personne âgée même dira, va faire ton chemin, va faire ta vie, va travailler pour sortir un peu de la misère. Donc nous avons beaucoup de gens qui sont partis en métropole, dont les enfants ne reviennent pas souvent. Ne reviennent même et plus. Même nos enfants, parfois, il y en a qui partent en métropole et qui ne veulent plus revenir chez nous. Donc c'est pourquoi qu'il faut une organisation. Alors il existe des EHPAD, mais il existe aussi alors, les EHPAD l'APA. coûtent cher quand même. Oui, les EHPAD coûtent cher. Mais quand il n'y avait pas d'EHPAD, il n'y avait qu'une seule structure. Tandis que maintenant, dans plusieurs communes, il y a des EHPAD, il y a une aide. C'est vrai, si vous avez vos moyens, vous pouvez payer votre EHPAD vous-même. Il y a des obligés alimentaires. Le département aussi donne une quote-part. Et c'est vrai que si ce sont des gens qui ont les moyens, le département va se retourner contre les obligés alimentaires. Parce qu'on ne peut pas toujours tout donner. Parce que quand on donne, le département fera faillite. Oui, mais alors pour la question de l'isolement, comment on peut résoudre ça aujourd'hui? L'isolement, vous savez que maintenant... solitude ou la solitude? Non, mais la solitude. Premièrement, il y a les clubs du troisième âge. Les membres du club du troisième âge vont voir les malades, vont voir les personnes isolées. Il y a des associations, moi je vois dans certaines communes, il y a des associations qui font l'aide au repas. Ils apportent le repas. Donc quand vous apportez le repas le midi, vous pouvez vous parler un peu, vous rendre compte que la personne est très isolée. Vous avez aussi l'aide pour... comment dire? Vous êtes un peu fatigué, vous avez fait l'aide à domicile, où des gens viennent pour nettoyer. Les aidants. Mais pour les aidants aussi, c'est très difficile. Donc on a quand même beaucoup plus de facilité. C'est un vrai métier aussi, parce que j'ai cru comprendre que les aidants, quelquefois, sont aussi fatigués que les personnes qui les aident. Les aidants sont fatigués quand il y a personne pour les remplacer, pour les relayer. Mais c'est vrai que, surtout quand c'est une personne âgée qui est très malade, qui est gravataire, ça, c'est difficile. Mais on peut faire un roulement. Alors, l'autre question, quand même, on peut aborder ça, c'est qu'il y a eu Fiona dernièrement. Et on a vu, il y a des gens qui sont sinistrés dans le sud de la région de Basse-Terre, etc. Mais il y a eu beaucoup de personnes âgées aussi qui étaient déjà dans une situation compliquée, et ça se complique davantage. Est-ce qu'il y aura des choses pour essayer d'aider ces personnes? Non, de toute manière. Après Fiona, nous savons qu'effectivement, toute catastrophe emmène son lot aussi de demandes, et on découvre ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait pas découvert, on le découvre. C'est-à-dire, nous avons des maisons qui sont remplies d'eau, il y a des pertes de mobilier. Mais le président du département a bien dit qu'il y aura des demandes de secours d'urgence. Et on fait une demande. Si elle est étudiée et c'est nécessaire, il y aura l'aide d'urgence. Et je crois que c'est environ 800 euros. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Mais ce Fiona nous a montré aussi,
que peut-être nous avons mal construit, qu'on ne s'attendait pas. Alors quand j'entends qu'il faut changer les choses, je dis quand la catastrophe arrive, on peut prendre moult précautions, c'est la catastrophe qui vient. Moi, j'ai connu ça avec le cyclone Hugo. On ne s'imagine jamais qu'est-ce qui va se passer. Alors, c'est vrai que j'entends beaucoup critiquer les élus. Je viens d'entendre un monsieur tout à l'heure qui critiquait les élus. Mais avons-nous toujours tort? Est-ce que nos compatriotes nous écoutent souvent quand on leur dit ne pas construire tel ou tel endroit? Donc, je dis... Mais qui donne les permis de construire, Madame le maire? Vous savez bien, monsieur Zandrounis, que les permis de construire sont donnés par la collectivité municipale. Oui. Au service d'urbanisme. Avant, elle n'était pas donnée par... Oui. C'était la DDE, les services de l'État, qui les étudiaient et nous signions. Mais parfois, vous pouvez dire à quelqu'un, ne va pas construire. Et il va écouter. Et il va écouter. Et on ne peut pas démolir très souvent. Ça continue. Alors, je veux bien qu'on nous critique, mais nous ne sommes pas toujours critiquables. Mais parce que nous faisons beaucoup... Ça veut dire que maintenant, on fera plus attention à... mais on fera beaucoup plus attention parce que c'est vrai que dans le plan... C'était les rivières ou l'eau. Les rivières. C'est la mer. La mer, mais là aussi, il y a la zone rouge où on ne peut pas construire. Mais il y a déjà des maisons qui sont construites. Est-ce qu'on va les casser? Non. Mais il y a le bord de mer, c'est vrai, vous sentez bien que la mer rentre. Oui. Moi, j'ai un lotissement que je ne voulais pas faire. La première fois, j'ai dit non. La deuxième fois, j'ai dit, bon, si vous dites qu'on peut construire, ben on construit. Mais chaque fois qu'on vient me solliciter, j'ai dit non. Parce que j'avais dit aux promoteurs de ne pas construire là. Bien. Ben, Madame Carambé, on vous remercie d'être venue dire tout ça. Alors, on rappelle quand même le rendez-vous. C'est-à-dire, il y a des rendez-vous. Pendant tous ces jours-ci, les CCAS travaillent pour les personnes âgées. D'accord. Il y a au moins 70 clubs de personnes âgées. Il y a le président que nous avons rencontré, que nous allons rencontrer à nouveau, qui est très, très content du programme. Et cette année, au département, le président du conseil départemental a voulu le faire en présentiel. Donc, dimanche dernier, on n'a pas pu. Ce dimanche, on va le reporter à une autre date. Mais ce dimanche, il y a effectivement... les clubs ont été invités, 10 ou 15 personnes, pour venir faire un grand balmoun. C'est ça le nom. On balagamoun, on a fait une rencontre. Hein? Mais il y aura toujours des jeunes, parce qu'il faut l'intergénération. Si on veut vivre longtemps, il ne faut pas rester chez soi, il faut parler aux autres et surtout parler aux jeunes. Merci, Madame Carambé. On revient à l'actualité, la conférence de presse du procureur de la République sur l'accident de l'agent des routes de Guadeloupe. C'était hier après-midi. Olivier Félix était sur place. Compte tenu des faits tels qu'ils se sont déroulés, plusieurs chefs de mise en examen ont été sollicités par le parquet. Le premier et le plus grave, c'est évidemment l'homicide involontaire, puisqu'il est reproché à l'intéressé d'avoir causé la mort d'une victime, un ouvrier de route de Guadeloupe. Donc homicide involontaire par conducteur avec 2 circonstances aggravantes. Le défaut de permis de conduire valide. On sait que le permis de conduire de l'intéressé avait perdu la totalité de ses points. Et également l'état alcoolique dans lequel se trouvait l'intéressé au moment de la conduite. C'est le premier chef. Et les chefs suivants, c'est les blessures involontaires qui ont été infligées aux autres victimes. Je rappelle que sur la scène, 13 personnes étaient présentes au moment de l'accident. 6 d'entre elles ont été blessées, auraient pu être très grièvement blessées. L'une d'elles est décédée. Donc, pour les 5 personnes blessées, ce sont des blessures involontaires aggravées par 2 circonstances. Et puis, pour les autres personnes qui n'ont pas été touchées, il s'agit d'une infraction de mise en danger de la vie d'autrui, et le tout avec évidemment un défaut de maîtrise de l'intéressé. Pour mémoire, on a eu effectivement un premier accident matériel sur les coups des 1h du matin, avec les services de route de Guadeloupe qui arrivent avec leur véhicule de signalisation, donc qui est largement visible avec les flèches de rabattement, plus les lumières gendarmerie, plus la signalisation, les gilets jaunes. Concrètement, il était difficile de ne pas voir ce corridor de sécurité sur la Nationale 1, qui, je le rappelle, à 1h du matin, où la circulation n'est pas forcément la plus dense. Un gros contrôle a été organisé par les militaires de l'escadron départemental de sécurité routière. Contrôle qui a certainement permis de sortir de la route d'éventuels conducteurs dangereux pour eux-mêmes,
mais aussi et surtout, avant toute chose, pour les autres conducteurs. On intervient sur une scène quand on est appelé, on se prépare à ce qu'on peut rencontrer. Simplement, on ne s'attend pas à être finalement un petit peu les victimes de ce suraccident avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques, je le rappelle. Si le dispositif de sécurité n'avait pas été tel, aujourd'hui, je serais peut-être en train d'être auprès des familles de mes militaires ou à l'hôpital. 0,52 mg par litre d'air, par litre d'air, ça signifie, on multiplie toujours par 2 pour connaître le grammage dans le sang. Donc on est ici face à un individu qui avait 1,04 g dans le sang au moment de l'accident. Donc un taux qui est évidemment beaucoup trop important par rapport à ce que la loi autorise. Voilà donc pour cet accident qui a coûté la vie donc à monsieur Brasseleur de route de Guadeloupe et dans des conditions tout à fait particulières. Un petit sou du côté de la Chambre d'agriculture où il y a en ce moment un blocage. Michel Depape s'est rendu sur place pour nous expliquer ce qui se passe exactement et pourquoi ce blocage. Eh bien, ce matin, nous avons constaté qu'on a un éleveur en fait qui nous bloque l'accès à la chambre, à l'entrée de la chambre, par rapport à un conflit qu'il y a avec, paraît-il, un technicien de la chambre. Par rapport à un dossier qui a été monté par celui-ci. Et en fait, aujourd'hui, il y a des soucis sur ce dossier. Et donc, cet éleveur voudrait que la chambre lui rembourse, c'est concernant une prime ADMCA, c'est-à-dire la prime pour les vaches allaitantes. Donc aujourd'hui, cet éleveur n'entend rien et il nous met à partir ce matin puisque les salariés ne peuvent pas entrer sur leur lieu de travail. Aujourd'hui, on a bloqué la chambre pour prime de DMCA, prime de vaches allaitantes. En fait, dossier, moi, l'année passée, côté Ayo. Ils ont récépissé moi et facture moi et là en décembre pour toucher qu'avant pas toucher. À quand crier yo a dit à quand la DAF a dit vous n'avez pas fait de demande. OK, fait de demande moi. Et là regardez crier technicien vous récépissé il a dit c'est un faux. Alors toujours pas ni discuter avec eux, il a cherché coupable. Juste moi fait passer pour coupable mais je dis là en venir en réponse. À quand penser c'est la méchanceté. C'est méchanceté, il veut pas voir tête en moi, c'est pour ça il a fait ça. Parce que l'année ça bon c'est moi seulement ma grande récépissé c'est moi tout bité à moi il a dit moi qu'on c'est un faux. Alors moi quand dit ça c'est la méchanceté ça il a fait là et il a réaccusé moi encore. Voilà, on en est là. Il est 13h dans 3 minutes. On se retrouve tout à l'heure après la pause avec Aline Mijoin et Cynthia Lefort. Et puis un peu plus tard, nos amis de l'ASCAMIT qui sont avec nous. À tout à l'heure. Comme tous les mardis, à la même heure, on reçoit notre herboriste, infirmier en naturopathe, Cynthia Lefort. Bonjour. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Ça va? Oui, très bien. Bon, alors, du point de vue des plantes, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de neuf? La rose porcelaine. La rose porcelaine, qu'est-ce que c'est? Alors la rose porcelaine, c'est une fleur qu'on utilise souvent en décoration sur les tables. Mais il faut savoir que c'est une plante qui va agir aussi sur tout ce qui est hypertension artérielle, diabète. Elle est antioxydante aussi, on la retrouve dans les produits de la gamme Nux, en l'occurrence. Et on l'utilise aussi en cuisine en Malaisie, puisqu'elle est originaire de Malaisie. On en fait une soupe avec les tiges et les inflorescences. D'accord. On trouve ça ici, la rose porcelaine. Mais il y en a plein. Et donc, à jeter ça en poubelle. Ah bon? Mais oui, alors qu'on peut la manger. Oui. Regarde, je fais pour Noël, en l'occurrence, avec la rose porcelaine, je fais ce qu'on appelle des croquinettes ou de la confiture de rose porcelaine. Donc ça se présente comme ceci. Ah, c'est une confiture? Oui. Oui, d'accord. On peut même faire des tourments d'amour avec. C'est vraiment très très bon, très très fruité et fleuri au niveau du goût, avec une petite vertu aphrodisiaque aussi, je précise. Oui. On peut en faire aussi du sirop. Donc j'en fais du sirop. Donc c'est du sirop de rhum que je vends spécialement pour les fêtes parce que normalement je fais tout ce qui est externe, mais pour Noël je fais la rose porcelaine parce que j'en avais un petit peu assez de voir que la groseille partout. Je me suis dit mais pour tout ce qu'on a en rose en Guadeloupe, pourquoi que la groseille pour Noël? Donc j'ai sorti la confiture, les croquinettes et le sirop et le confirum aussi. Le confirum? Oui. Alors qu'est-ce que c'est le confirum? Alors c'est de la confiture marinée dans du rhum. Confiture de rose porcelaine? Oui. Marinée dans du rhum? Tout à fait. Ça arrive jusqu'à combien de degrés? À 50 quand même. Ah, 50. À consommer avec modération. Beaucoup de modération. Parce qu'en plus c'est traître, on ne sent pas le goût du rhum. Et on a tendance à en vouloir plus parce que ça se boit avec des glaçons.
De plus. Voilà, donc on y va doucement. On peut mettre aussi dans du champagne pour faire un kir créole, hein, parce qu'il y a le kir royal, mais nous qui fait kir créole. Et on peut le rajouter dans la bière aussi pour faire un Monaco créole, puisqu'ils font le Monaco avec de la bière et du sirop de grenadine. Nous, on peut le faire avec le sirop de rose porcelaine aussi. Donc, à savoir que la liqueur de rose porcelaine et le sirop, c'est Monsieur Nabis qui m'a fait découvrir ça. Je ne connaissais pas quand j'avais la boutique à Jarry. Et quand il m'a fait goûter, j'ai fait « Waouh, c'est trop bon !» Donc, j'ai pas copié ce qu'il fait parce qu'il a sa façon de faire, hein, il fait ses affaires. Mais j'ai fait des cosmétiques, moi, avec, qui sont vendus sur le marché tous les jours. Toujours avec de la rose porcelaine. Toujours avec la rose porcelaine. Donc là, en l'occurrence, on a la crème de rose porcelaine. Donc la crème de rose porcelaine, au niveau des vertus, elle va être matifiante. Donc pour les petites jeunes qui ont des boutons d'acné ou si jamais vous voulez vous protéger du soleil, au lieu de mettre l'écran total, vous allez mettre la crème de rose porcelaine. Donc je vais ouvrir pour que tu puisses voir comment ça se présente. Donc ça donne un produit rose, madame. Voilà. Et ce produit rose, on peut l'appliquer sur notre peau tranquillement. Je vous montre, je ne sais pas si tu peux zoomer sur ma main. Je vais montrer ici. Alors, est-ce qu'il y arrive? Donc, en appliquant légèrement sur la main et en étalant, vous verrez qu'il va laisser un petit film un peu blanchâtre sur la peau. Oui. Et c'est ce petit film blanchâtre qui va vous protéger du soleil. Donc, j'en ai vendu à beaucoup de touristes en Guadeloupe qui sont allés au soleil avec la crème et qui n'ont pas eu de coup de soleil. Donc, ça marche vraiment et c'est une plante de chez nous. On a ensuite le gel de rose porcelaine. Donc, contrairement à la crème, il ne va pas être matifiant, il va être plus hydratant. À savoir, et le gel, c'est pour? Le gel de rose porcelaine, pour hydrater la peau. Pour hydrater la peau. Oui, hydrater la peau et aussi avoir un effet anti-âge, hein, parce qu'on a toujours le côté anti-âge dans la rose porcelaine. Oui. Donc, voilà. Et au niveau des vertus de la rose porcelaine, donc, agit sur tout ce qui est diarrhée, les ulcères, la toux et les coups de soleil. On en trouve dans la composition de certaines crèmes solaires, d'accord? C'est aussi antibactérien, utilisé comme conservateur dans les aliments ou en pharmacie. Oui. Donc, du coup, je propose aussi la rose porcelaine en sachet, en vrac, en infusion et en poudre également sur Wow Création, le site que... Et quelles sont les vertus en poudre et en... Alors, en poudre et en infusion, c'est antioxydant, antibactérien et ça est riche en tyrosinose. Donc, c'est une hormone qu'on retrouve aussi au niveau des glandes thyroïdes. Vous avez aussi comme autre propriété en infusion, favoriser la circulation sanguine et lutter contre. Agit sur le diabète, parce qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Oui. Agit sur le diabète, il ne lutte pas contre. Voilà. Pour la rose porcelaine, dans l'ensemble, on peut aussi faire, à part la crème et le gel, des gels douche. À la demande, je fais du beurre de rose porcelaine, pas à manger. Parce qu'il y a une dame, je lui ai dit ça, elle m'a dit, c'est pour manger. J'ai dit non. C'est pour passer sur la peau, les cheveux. Aussi. Voilà, ça va ralentir le vieillissement, l'apparition des cheveux blancs. Et au niveau de la peau, ça va réduire au niveau des rides, l'apparition des rides. Voilà. Tout simplement pour la rose porcelaine. Bon, donc cette semaine, c'était le focus sur rose porcelaine. La semaine dernière, alors, on m'a posé la question après le passage en ce qui concerne... le chaya. Le chaya. Alors, on m'a dit de demander à Madame Lefort de redire les vertus du chaya. Alors, le chaya va agir contre tout ce qui est varices, anémie. On peut l'utiliser aussi quand on a des troubles digestifs ou des carences. C'est un complément alimentaire, tout simplement. C'est un complément alimentaire, oui. D'accord. En interne, c'est un complément alimentaire. La feuille qui a séché et qu'on a broyée, tout à fait. On en fait une poudre après. Et après, on la met en infusion dans de l'eau ou dans de l'huile pour faire macérer, hein, si on veut l'appliquer en externe, parce qu'en externe, c'est très bon aussi pour la peau et les varices, je précise. Et en interne, si on a une carence en fer, par exemple, on peut consommer des feuilles de chaya pour diminuer justement cette carence en fer. Et puis, il y avait la feuille de fruits à pain aussi. Oui, feuille à fruits à pain, là. Oui. La feuille de fruits à pain. J'ai essayé le jus, ça fonctionne bien. C'est bon, hein, t'as vu, ça a un bon petit goût, et c'est frais. Oui, très frais, très léger. Oui. Donc, à consommer ça en modération hein, pour la feuille de fruits à pain. Oui. Bon. Au niveau des vertus pour les feuilles de fruits à pain, c'est riche en vitamine C, oméga 6 et oméga 3, donc ça lutte aussi contre le vieillissement. C'est très bon aussi contre tout ce qui va être moustique en externe, hein, avec le gel que je fabrique en l'occurrence.
C'est tout dans l'ensemble. Et ça ralentit l'apparition des cheveux blancs aussi. Aussi? Oui. Bon. J'ai connu ça trop tard. Bon. Moi aussi. Oui. En tout cas, on a bien noté. Oui. Et, alors j'ai ramené d'autres petites choses par rapport au cuir végétal, parce que j'ai eu pas mal de retours sur ce qu'il y avait d'autre qu'on pouvait faire avec le cuir végétal. Encore une fois, je rappelle, le cuir végétal, c'est du liège qui vient de l'arbre chêne-liège, qui renouvelle sa peau tous les 6 à 8 ans, et qu'on peut utiliser pour fabriquer des petits bracelets comme ceci, des montres, des sacs à main et des pochettes également. Sachez que vous pouvez faire exactement les mêmes objets avec la banane, les feuilles de banane. Donc c'est un appel pour que ceux qui ont les idées et qui ont des bananeraies puissent réfléchir dessus aussi. On fait déjà des sacs en banane. Ça, oui. Alors des sacs en banane, oui, mais ils ne font pas encore les bijoux, les sandales, les petites pochettes. Il faut développer. Ça viendra. Ok, merci Madame Lerboris. Avec plaisir. On va quitter le domaine de la peau, etc. On va faire le côté des yeux. C'est parti pour le générique de l'Octadine. Bon. Bonjour. 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 C'est le grand retour. C'est ça, oui. C'est exactement ça. Les vacances, on n'avait pas vu et on n'avait pas pris le temps pour te garder. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien, quoi de neuf? Le mois d'octobre, c'est le mois de l'Octobre Rose. Oui, oui. Et donc, j'ai choisi de poser le thème justement sur les troubles qui sont dus au cancer, les troubles de la vision qui sont provoqués par le cancer. Et j'ai pensé en tout cas que ça pouvait être très important parce que souvent on reste de manière un peu isolée face à certaines petites dégradations et l'important est de pouvoir en parler. D'accord. Alors, il y a les causes du cancer, les traitements, radiothérapie, chimiothérapie et médicaments, voilà. et puis des effets secondaires. Exactement. Et donc, en fait, déjà, les premières causes de la vision, du trouble de la vision, c'est déjà ou les causes directes liées au cancer, c'est-à-dire quand le cancer se pose sur les parties au niveau de l'œil, à travers le nerf optique, la rétine, ou tout simplement les zones de vision au niveau du cerveau, les zones de vision optique. Donc à ce niveau-là, effectivement, le cancer peut avoir des incidences. Mais ce qui a aussi des incidences, c'est tout ce qui est traitement. Et on le sait, malheureusement, tout ce qui est radiothérapie, chimiothérapie et naturellement, tous les traitements médicamenteux qui sont amenés à être pris. Et donc, quels sont les symptômes généralement qu'on relève? C'est souvent de la vision trouble, la vision double. Certaines fois, on peut avoir une vision, on peut être extrêmement sensible à la luminosité. A contrario, certaines personnes se plaignent aussi du fait que la nuit, au niveau de la vision nocturne, que la vision soit moins bonne. On peut avoir aussi des petites inflammations au niveau de l'œil. Et donc, dès l'instant où on a ces symptômes, il est important d'en aviser l'équipe médicale et le médecin traitant. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? En fait, la première chose à faire, le premier réflexe, c'est d'en aviser. Ne pas rester isolé. C'est pour cela que c'est très important aujourd'hui d'en parler. Ne pas rester isolé, d'en parler à son médecin traitant qui, en fonction du diagnostic qu'il posera, certaines fois, c'est simplement le médicament qu'il sera amené à changer qui permettra d'avoir un meilleur confort. Et certaines fois, quand les choses sont un petit peu plus établies, il va en référer à l'ophtalmo. Et à ce moment-là, l'ophtalmo fera des examens complémentaires, peut-être un examen aussi en termes de neuro, de manière à pouvoir savoir exactement quelles sont les raisons pour lesquelles on a justement ces troubles visuels. Alors, à partir de ce moment-là, l'ophtalmo, naturellement couplé de la collaboration avec toute l'équipe médicale, peut être amené à prendre des décisions. Par exemple, peut-être tout simplement changer la correction. Exactement, changer la correction. Et à ce moment-là, nous, en tant qu'opticiens, nous rentrons
le cadre de cette prise en charge. Et donc l'opticien aura comme rôle déjà de pouvoir choisir le bon produit en termes de verre, de manière à pouvoir soulager au niveau de la vision, mais aussi tout ce on a parlé de photophobie, c'est-à-dire de sensibilité extrême par rapport au soleil ou à la lumière vive, mais on sera peut-être amené à mettre des verres de soleil polarisés, de pouvoir parfois proposer des verres qui teintent au soleil, tout simplement, ou alors, quand il s'agit de problèmes de vision nocturne, d'avoir des verres un peu plus contrastés, qui augmentent la vision du contraste. Il y a des cas où, malheureusement, les verres de lunettes ne suffisent pas. Et à ce moment-là, on peut avoir recours à d'autres choses. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rester isolé, parce que certaines fois, effectivement, même avec les lunettes, on a encore du mal à pouvoir avoir du confort. Et souvent, les problèmes de vision se traduisent par des problèmes au niveau de la lecture, au niveau de l'écriture. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir recours à des loupes, on peut avoir recours à des systèmes de grossissement qui ne solutionnent pas tout, mais qui apportent en tout cas des petites solutions pour pouvoir retrouver un peu d'autonomie, un peu de confort visuel. D'accord. Alors, il y a quand même une deuxième grosse actualité au Salon de l'Optique. C'est vrai. Oui. Eh bien, le Salon de l'Optique a eu lieu donc en septembre dernier, à la fin du mois de septembre. Et Vanessa, donc une de mes collaboratrices, m'a accompagnée lors de ce salon. Nous avons eu l'occasion, en fait, c'était pour nous l'occasion déjà de retourner déjà dans le cadre de notre métier, de rencontrer d'autres professionnels, tant au niveau des fournisseurs qu'au niveau des opticiens, de manière à pouvoir partager. Surtout après cette grande crise de pandémie, le salon a tenu toutes ses promesses en termes de technologie, en termes de monture. Nous aurons de très belles choses à vous proposer dans les jours à venir. Mais ce sur lequel je voulais particulièrement poser le focus, c'était sur un stand qui était donc au Salon de l'Optique, le stand des MOF. Des MOF, donc des meilleurs ouvriers de France en matière de lunetterie. Meilleurs ouvriers de France. Meilleurs ouvriers de France. Alors, on entend souvent les meilleurs ouvriers de France dans le domaine de la cuisine, oui. Mais dans le domaine aussi de l'optique, nous avons les meilleurs ouvriers de France et c'est particulièrement dans le cadre de la fabrication de la lunette artisanale. D'accord. Et donc... Vous en savez quelque chose. Oui, j'en sais quelque chose. Donc, dans le cadre de la lunette artisanale, donc la fabrication. Et donc, cette année, pour les 10 ans, l'association donc, des meilleurs ouvriers de France a tenu à mettre en place un concours, un prix, où ils ont invité leurs élèves, leurs anciens élèves, à proposer une monture. Et nous avons eu des Guadeloupéens qui ont eu l'occasion de présenter des lunettes. Et je suis très fière de dire que sur les 24 candidats qu'il y avait au niveau de ce concours, nous avons 2 candidats qui sont sur les 3 marches du podium. Donc le premier, c'est Monsieur Châtelain, Sébastien Châtelain, qui est sur la Basse-Terre et qui a présenté une monture avec un petit colibri. Donc... toujours le retour, il avait la particularité, c'était de rester en focus avec son pays. Donc, on le voit là dans la fabrication, où tout est fait à la main. On est dans de la précision et tout est fait à la main. Le colibri, il l'a sculpté et il a obtenu le premier prix pour cette monture, où il a aussi posé des strass avec énormément de précision. Le deuxième candidat pour lequel nous sommes extrêmement fiers, c'est Monsieur Ravin. Donc, Michael Ravin, qui a présenté aussi sa monture, donc le Canté. Et sur cette monture Canté, donc, où il a son concept, c'est de toujours travailler le rond pour pouvoir traiter à la fois des problèmes de morphologie au niveau de certaines asymétries, mais aussi... Il a posé sur cette monture, vous voyez, des gravures. Et les gravures, c'est la gravure de la connaissance.
c'est la gravure de la connaissance. Et à travers cette monture-là, il a gravé en fait la monture, donc sur toute la partie, sur toute la face avant, pour pouvoir... c'était une manière de pouvoir dire que ce qu'on lui a transmis, eh bien, il le transmet aussi à travers sa monture, comme généralement l'humanité est gravée dans la pierre, ben lui, la connaissance est gravée sur la monture. Et donc, nos deux candidats se sont très, très bien positionnés. Nous avions 3 candidats qui étaient positionnés. Nous en avons 2 sur le podium et nous en sommes très, très fiers. La Guadeloupe qui avance, la Guadeloupe qui est... qui voit bien. Qui voit bien. Et la Guadeloupe, et c'est une Guadeloupe de jeunes, qui, Monsieur Châtelard, de jeunes qui sont méritants, qui sont dans la précision et qui sont dans la performance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils me disaient chacun que s'il y avait un prix à avoir, c'est bien celui-là, parce que c'est celui où ils sont reconnus par leur maître et aussi par l'ensemble de la profession. D'accord. Et j'imagine que Monsieur Ravin vous a saisi au niveau de lunettes aussi. Absolument. Oui. Ben, nous sommes assez fiers parce que Monsieur Ravin, j'ai eu l'occasion de le découvrir dans ses prémices. Et nous avons participé à son parcours et nous sommes très, très heureux qu'il nous associe à ce parcours-là et à cette réussite. Et ça se voit. Voilà. OK, bien, ben, on a bien noté et on aura plaisir peut-être un de ces jours de recevoir M. Ravin ou M. Châtelard. Absolument. Alors, ils sont deux Guadeloupéens. Alors, il y avait déjà quelqu'un spécialisé lunettes en Guadeloupe déjà. Absolument. Oui. Monsieur Trèfle y était aussi. Monsieur Trèfle y était aussi parce qu'il fait partie de ces élèves qui sont élèves à l'école des MOF, donc des meilleurs ouvriers de France. Et ils ont donc concouru dans plusieurs catégories. Monsieur Sébastien Châtelard a concouru dans la catégorie monture de soirée. Monsieur Ravin dans la catégorie monture de ville. Et Monsieur Trèfle a concouru aussi dans la partie lunettes de soirée. Lunettes de soirée. Et sa lunette aussi était très très belle, mais on a 2. Oui, on est déjà très fiers. Pas mal, on est déjà pas mal. Voilà. Et il n'a pas démérité. Nos jeunes sont très dynamiques. Il n'a pas démérité du tout. Très créatifs, très dynamiques et ils se font bien voir. Voilà, une Guadeloupe qui avance, une Guadeloupe qui réussit. Aussi, voilà. Merci Aline. Merci beaucoup. À très bientôt. Il est pratiquement 13h24. On a le temps de prendre la chronique de Barbara, oui? Non, parce que tout à l'heure, on va recevoir nos amis des Camites. Voilà. Bon, ben à tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. Dans un instant, on verra la chronique de Barbara Montpierre. Mais avant, on va recevoir les Camites. C'est la première fois qu'on les reçoit. Bonjour. Bonjour. Dwayne et Michael. Ils sont l'auteur de cet ouvrage, volume 1. Alors, il faut nous raconter un petit peu l'histoire de The Last Camite. Alors, comment ça a commencé? Qui commence? Ça a commencé, c'est parti d'une idée. Que Michael a eu et qui m'a contacté. Ça vient de Michael? Le tout début, oui. Et en fait, il a eu une idée. Il y a combien de temps de ça? C'est fin 2015. Fin 2015. Voilà. Il a eu l'idée, puis il savait que je dessinais aussi, que je me débrouillais, donc il m'a contacté. Et du coup, moi, ça m'a parlé tout de suite, ça a matché. Et du coup, on a commencé à développer l'idée, à l'étoffer. Et ce qui a abouti après, puisque nous, on est de la génération Club Dorothée, fin 80, 90. J'ai compris. Et du coup, nous, c'est le manga, ça nous parle. Vous étiez d'abord manga ou d'abord BD au départ? Bon, tout d'abord BD, puisque c'était les Astérix, ce qu'il y avait au CD de l'école. À l'époque, Et après, puisque manga, c'était plus animé avec le Club Dorothée, puis il y avait encore tous les moyens de maintenant. Et du coup, on a étoffé la chose et comme on a trouvé que le manga c'était un excellent c'était un excellent vecteur de diffusion culturelle puisqu'on apprenait plein de choses sur le Japon sans y aller. On s'est dit on aime le manga, on se débrouille en dessin, allez vas-y on se lance et au fur et à mesure on va s'améliorer. Et du coup, ça a pris 5 ans avant la sortie du tome 1, qui est sorti le 16 septembre 2020. Et le tome 2, qui vient de sortir. Il est sorti le 16 septembre 2022.
puisqu'il y avait le Covid à la sortie du premier. Donc, il se passait pratiquement rien. Voilà. Alors, je vous pose toutes les questions. Alors, ça s'appelle The Last Kamit, le dernier Kamit. Pourquoi? Puisqu'en fait, dans notre univers, en fait, Kamit, c'est l'équivalent d'un archange. Ça va parler à plus de personnes. C'est un protecteur super puissant. Et du coup, nous, dans notre histoire, il y a les individus, ils prient, ils ont une ferveur. Et cette ferveur, en fait, ça donne de l'énergie aux Kamites pour pouvoir les défendre. Oui. Et du coup, avec le temps, vu que les gens sont de moins en moins croyants, donc il y a de moins en moins d'énergie, et donc les Kamites sont de plus en plus faibles. Et le dernier Kamite, en fait, qu'on voit dans l'acte 1 du tome 1, c'est le dernier qui est... Voilà. Non, lui, c'est le protagoniste. Voilà. Non, c'est pas lui, excusez-moi. C'est le barbu. Voilà. Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, c'est le dernier qui a été observé, qui est venu lors des appels. Oui. Alors, autre chose, c'est que vous disiez tout à l'heure qu'au départ, c'était la culture japonaise. Mais en fait, vous l'avez adaptée. Oui, c'est ça. En fait, les Japonais, ils sont pas blacks, hein, apparemment. Non. Sauf si je me trompe. Non, c'est ça. En plus, c'est vrai, en fait, le constat qu'on avait eu, c'était que, en grandissant, on connaissait plus de choses sur la culture asiatique, plus de choses sur la culture américaine, et plus de choses sur la culture européenne que notre propre culture. Tout à fait. Et donc, du coup, je pense que la plupart des jeunes aujourd'hui, ils connaissent beaucoup de choses sur l'histoire, les traditions, la culture japonaise, que sur l'histoire et la culture afro. Tout à fait. Et pour nous, c'était important de pouvoir en faire un divertissement, parce que ça parle à plus de personnes. Ça peut éduquer un peu plus les gens. Et avec le manga, c'est plus facile, c'est plus accessible pour les jeunes. Oui. D'ailleurs, nous ici, à Caribbean, on a trouvé une dénomination pour ce que vous faites. C'est du manga afro-caribéen. Ouais, aussi, clairement. Comme ça, on le désigne désormais, manga afro-caribéen. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, nous avons fait une animation dans un supermarché. Et les enfants qui étaient là, il y a plein d'enfants qui dessinaient, mais ils faisaient que de l'asiatique. Voilà. Et c'est ça, c'est en ce sens que votre passage en Guadeloupe est important, parce que justement, à Caribule, pourquoi? Parce que de manière à ce que les jeunes qui font du manga, parce qu'il y a plein de gamins qui dessinent d'un trait comme ça, des enfants de 8, 9 ans, 10 ans qu'on a vu la semaine dernière, mais ils font de l'asiatique. Alors maintenant, il va falloir que il faut travailler dans le manga afro-caribéen, parce qu'en fait, vous avez du noton. Alors, il y a un jeune aussi en Guyane, qui vit en Guyane, Terry, vous connaissez? Terry Dupré. Il est invité de Caribule, il sera là aussi. Et lui aussi, il est dans le... c'est un style un petit peu particulier, puisqu'il le fait en noir et blanc. Et alors, comment c'est perçu ça en France? Parce que vous vivez en France pour la plupart. Parce que comme je sais qu'il y a le Japon Expo chaque année, vous étiez allé souvent, j'imagine que vous êtes allé là. Quand ils voient du manga black, comment ça réagit? Tu vois. Franchement, on était étonnés parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'engouement. Surtout pour un autre public qui n'est pas caribéen. Et en fait, le fait qu'on fasse un manga, parce que généralement les mangas sont en noir et blanc. Oui, bien sûr. Non, on l'a fait en couleur, donc on est vraiment entre le manga et le comics. C'est pour ça que derrière on met le format d'un comics et l'esprit d'un manga. On a bien compris. Et du coup, la plupart des gens sont comment dire, ils sont intrigués. Ils sont intéressés par déjà par la couverture, parce que c'est en couleur. On va peut-être voir quelque chose. Oui. Non, c'est pour la... Voilà. Oui. Tiens. Et du coup, ils nous posent plein de questions. Ils sont super étonnés de voir un manga où c'est pas des Asiatiques, où ça se passe pas au Japon, dans un nouveau décor. Là, ça se passe en Afrique. Après, ça va dans les Caraïbes. Après, ça va en Amérique latine. Donc, on essaie de parler un petit peu de tout. Et surtout, comme on s'inspire beaucoup de choses qui se sont passées, des faits réels, des lieux, etc. Des histoires aussi. C'est ça. Donc, du coup, c'est ludique. Ça leur permet d'apprendre quelque chose, une culture qu'ils connaissent pas forcément. Du coup, ça se passe super bien, on fait tous les salons. Ça veut dire qu'il faudra qu'un jour que vous alliez au Japon. On aimerait bien partir au Japon. Oui, aller au Japon. Faire connaître. Ça. Tu n'as plus d'image sur le Zoom? Ah, d'accord.
Alors, on va voir, parce que vous étiez en train de faire un petit échauffement c'est vrai. Sur la tablette. Ok. Activer la caméra. J'active la caméra? Oui. Ok. Voilà. Je pense que c'est bon. On va voir un petit peu... Donc, pendant que vous étiez là tout à l'heure, avant d'entrer, vous avez fait un petit échauffement. Exactement. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'aimerais bien Ah, voir ça. ouais, tu peux montrer. Attends, tac. Voilà. Alors, tout se fait en direct, hein, je le dis tout de suite, pour nos téléspectateurs. René Michael, on fait un travail, voilà. Ça a commencé comme ça. Ouais. Ça a commencé comme ça. Mais merci. D'accord. On ne savait pas quoi faire, on s'est dit on va faire une petite dédicace quand même. Ouais, d'accord, ok. Bon. D'accord. Bon, je deviens un camit, d'accord. Ok. Je prends. Et c'est comme ça que vous travaillez en général sur tablette? Ouais, en fait on fait tout en digital. Ouais. Donc de base on a commencé à la main, papier, comme tout le monde, exactement comme tout le monde. Il n'y avait pas encore les tablettes comme nous on les connaît aujourd'hui. Et puis très rapidement on s'est mis directement au digital puisque moi juste avant de l'Ascamid je faisais déjà du dessin, des portraits en digital. Et Johan c'était pareil. Tu faisais quoi exactement? C'était plus des dessins de tatouages, du graffiti aussi. Et, en digital, du coup. En digital aussi, oui. C'est de l'époque, de toute manière, on ne peut pas aspirer moins. Les bouquins, pour l'instant, ils sont en papier? Pour l'instant, ils sont que en papier. Oui, pas encore en digital, non? Pas encore. Ça viendra, j'imagine. Parce que vous savez que la bande dessinée, maintenant, se fait de plus en plus en numérique. C'est vrai. Alors, justement, est-ce que ça cause un problème quand on est éditeur de bande dessinée, que les bandes dessinées soient en numérique? Je veux dire l'aspect commercial. Comment ça se gère? Alors, ça va être différent. Après, le papier, on ne peut pas le remplacer. C'est-à-dire mais non, c'est bien ce que je pense. C'est ça, le digital, bon, c'est des images. On ne peut pas faire un salon de bande dessinée en numérique. Ah ouais, c'est à part sur un site, mais sinon... sur un site, mais... Là, on fait exprès de travailler sur le papier, on essaie de mettre le meilleur des qualités. Oui, puis il y a même un petit jeu, j'ai manqué à la fin, le petit carré là, intéressant pour les jeunes. Donc, en fait, tout est compris dedans. Tout est compris dedans, la couleur... la qualité du papier, le cubic craft à la fin, donc c'est des figurines à monter. Et donc à chaque épisode, on a fait une figurine différente. Et donc du coup, c'est l'expérience de l'Ascamid qui est principalement sur papier. Oui. Et un jour, il y aura un film? Mais non, vous savez, la thématique du festival, c'est ciné, BD, manga. Ouais, exactement. Donc, bon, on a fait deux petits documentaires là pour les enfants et pour sous Caribule, mais j'imagine qu'un jour... Ça serait beau. Ça serait la consécration. Après, là, on est au tout début. Bon, on espère que si on arrive à continuer comme ça pendant plusieurs années... Il faut continuer. On va tout faire pour continuer. Hein. Nous, c'est une passion. C'est le but. On va tout faire pour faire un dessin animé ou un film. Un film? Ouais, je pense que ce sera nécessaire. Et c'est vrai qu'en disant ça, j'ai beaucoup pensé à ce film qui est sorti il y a quelques années. Black Panther? Oui, Black Panther, mais oui, j'y ai pensé, c'est évident. Donc, l'Ascamid, c'est déjà un nom de film. Ouais, aussi. C'est déjà un nom de film. Donc, donc je précise que vous serez donc sur le Caribule à partir de demain, pendant tous les jours, tous les ateliers. Ça se remplit, les cases se remplissent déjà. On sera au fort. C'est après-demain, c'est samedi. Samedi au fort Fleur d'Épée à Gouzier. Les enfants pourront venir. Bien sûr, les parents aussi. On va trouver des bouquets en vente. Et aussi... le mercredi, ce sera pareil. Mercredi 12, ce sera à Bastère pour les Bastériens, au fort d'Elgrès. Les Camins seront là avec Benzo. Vous avez reçu des comptes aussi? Voilà. Oui. Vous avez fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait, j'imagine. Quelque chose qu'on n'a jamais fait. Non, mais c'est vrai, on a inventé quelque chose à Caribule. Le compte dessiné, on le fait ici depuis une dizaine d'années et ça fonctionne. Donc, il sera du Camit dessiné. Exactement. Donc, on verra ça au Fort Fleur d'Épée. Donc, je l'ai dit, samedi et la semaine prochaine, on sera donc à Bastère avec vous, avec d'autres dessinateurs. Et le manga afro-caribéen, mais ça y est, il prend son départ
pratiquement avec ce festival de la BD. Et puis on espère vous revoir plus souvent en Guadeloupe. On espère aussi. Ouais, c'est nécessaire. Non, c'est nécessaire parce qu'en fait, comme je disais, il faut que les jeunes Guadeloupéens qui font du manga comprennent que maintenant on peut faire du manga en couleur et noir et black. Et que ça intéresse surtout. Et que ça intéresse, et surtout notre histoire, il y a des choses à raconter. Il y a plein de choses à raconter sur l'histoire de la Guadeloupe. Donc on vous laisse finir le dessin. Et puis on revient à la chronique de Barbara, la rencontre de soi. C'est parti. Mais voilà, comme tous les mardis, c'est l'heure de la chronique à la rencontre de soi. Bonjour Barbara. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, on a un sujet particulièrement intéressant. Arrêter l'auto-sabotage. C'est ça. Mais avant, Danick, tu vas pas y échapper, hein? Oui. Est-ce que tu as pris le temps d'être toujours dans le mieux-être et de te challenger? Toujours. Mais c'est toi qui vas te challenger cette semaine, j'ai l'impression. Oui, on va en parler tout à l'heure. Ah, mais oui, tu as raison. Oui. Mais non, on peut même en parler dès maintenant, parce qu'en fait, on a dit qu'on passe à une... On passe du quinzomadaire à l'hebdomadaire. Oui, donc ça veut dire plus de pression. Il faut être là chaque mardi. Il ne faut pas rater un coup. Alors, c'est ça. C'est parti. Alors, tu parles d'un nouveau challenge ou d'un exemple que tu as réussi à mettre en place? C'est ça, on parlait justement de la chronique, hein, mais c'est-à-dire que tu m'as fait cette proposition de faire un sujet par semaine. Bon, c'est un challenge, puisque ça demande toute une organisation, mais on a parlé de ça la semaine dernière, quoi de plus... évident que je puisse dire oui, accepter, et c'est pour cela que je suis très heureuse d'être encore... Et réussir. Oui, écoute, Alors, la suite nous dira tout cela. Alors, on va parler un peu de cette histoire d'auto-sabotage. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ça. Je te propose justement de définir, hein, donc on va le voir de toute façon en plus à l'écran. Alors, l'auto-sabotage, c'est cette façon que nous avons, hein, cette manière de nous mettre dans des situations qui sont complexes, qui sont même malsaines pour nous, qui ne nous conviennent pas, mais pourtant que nous faisons tout de même. Alors que ce soit de façon plutôt inconsciente que consciente. C'est vrai que c'est très compliqué parce que on se retrouve dans ce système-là, même si on ne le veut pas, et on se trouve à faire quand même. Voilà, donc c'est affiché, et bien souvent, hein, le plus souvent que rarement, on ne s'en rend pas compte, malheureusement. Tu vois, donc ça arrive bien souvent, bien plus souvent qu'on ne le pense. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, ils se sabotent eux-mêmes. Et donc, Barbara, il y a des causes quand même à cet auto-sabotage. Tout à fait. Eh bien, on a plusieurs causes. Hein. Donc, parmi les causes d'auto-sabotage, on va avoir les croyances limitantes. Tu te souviens? Oui. On va pareil aussi le voir tout à l'heure. Donc, les croyances limitantes, on en a parlé lors de plusieurs autres chroniques. Ce sont ces fameuses pensées, ces croyances qui nous ont construites, ou encore des expériences que nous avons vécues, qui nous mettent dans une situation difficile ou complexe, qui nous limitent et qui finalement viennent se présenter à nous de façon automatique. C'est-à-dire que le cerveau automatiquement nous met face à ces pensées, avec même une visualisation des images négatives qui nous mettent dans un état de blocage. Oui. Et du coup qui vont emmener justement dans cette situation à de l'auto-sabotage. Donc on a ça, on a plein d'autres exemples. On a par exemple justement le syndrome de l'imposteur, ça te parle? Le syndrome de l'imposteur, rapidement, hein. Oui. Eh bien, écoute, le syndrome de l'imposteur va faire qu'une personne va considérer qu'elle ne produit pas du bon travail. Ça peut être dans le cadre de l'amour, qu'elle n'a pas le droit d'être aimée, que ce qu'elle propose ou ce qu'elle présente, que ce soit dans le cadre du travail, eh bien, ne vaut pas la peine d'être regardée. Tu vois, donc c'est un exemple. Dans plusieurs domaines, ça peut intervenir. On peut avoir aussi le fait de manquer d'estime de soi, hein, au niveau des différentes causes. Au-delà de ces causes, on peut aussi avoir le fait que ce soit des objectifs qui nous ont été imposés par d'autres personnes. Tu vois, par exemple, si c'est toi, tu m'as mis un objectif, un challenge, mais que j'ai accepté. Oui, oui, ça. Voilà, je l'ai accepté parce que je me suis sentie en mesure de faire. Et j'ai trouvé ça challengeant et positif. Voilà, c'est ça. Quand on parle dans le fait qu'on impose et que la personne est justement déjà en manque d'estime, eh bien, malheureusement, fatalement, eh bien, elle va être dans une position
possible d'auto-sabotage. Oui. Tu vois, donc on a cela. On a aussi peut-être aussi la peur de l'échec, du changement, et bien d'autres, hein, des conflits internes, les blessures de l'âme. Tu sais, quand on parle par exemple de la peur d'abandon, le sentiment d'injustice, et bien d'autres. Hein, on a parlé précédemment du rejet. Tu vois, donc il y a différentes causes qui vont faire qu'on sera dans une position donc mentale, qui vont entraîner aussi des effets physiologiques, qui vont nous bloquer et voire même plus nous faire agir, mais à l'encontre de ce qu'on souhaite, que l'on désire. Tu vois, je peux te prendre un exemple rapidement. J'aime bien le volet sentimental, j'ai dit que j'en parlerai un peu plus, hein, au fur et à mesure. En général, ça parle beaucoup. N'est-ce pas? On a eu l'occasion de le faire. Eh bien, tu as une personne qui te plaît, une femme qui te plaît énormément, oui. Un exemple. Tu la vois, tu te retrouves dans un état physique où tu es bloqué. Ah bon? Ça arrive, ça. Oui, bon. Et pourtant, à l'intérieur... Peut-être pas toi. Et pourtant, à l'intérieur, ce que tu aurais envie, c'est de dire, mais madame, qu'est-ce que vous êtes charmante. Et puis, entamer une conversation. Oui. Mais qu'est-ce que ton cerveau va faire dans une position d'autosabotage? Comme il va t'emmener tout de suite dans une situation où tu as échoué, ou des situations où tu as échoué. Voilà, situation d'échec. Et ça va te bloquer. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire plutôt que de parler, d'aller vers elle? Eh bien... silence, ou voire pire, dire quelque chose mais que tu ne voulais même pas dire, tu vois, sans en avoir conscience. Tout à fait. Voilà, donc tu vois, je donnais un exemple concret. C'est un exemple qui touche beaucoup de gens, c'est vrai. Et les femmes doivent en savoir quelque chose. Alors, est-ce que c'est très fréquent, ça, cet auto-sabotage? Eh bien, écoute, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Hein. Je t'ai pris l'exemple du volet sentimental, mais ça peut être aussi dans le cadre familial, dans le cadre professionnel. Aussi, voilà, surtout quand on peut justement être en période où on manque d'estime ou de confiance en soi. Eh bien, face à un nouveau challenge ou un défi, une reconversion professionnelle ou autre, hein, tout simplement une nouvelle tâche qu'on a réalisée, eh bien, on peut se retrouver dans une situation où on fait totalement l'inverse de ce qu'on sait faire. Hein. Oui. Le pire, c'est qu'on peut savoir faire, avoir les outils pour faire, mais on va être dans une position de blocage qui va nous auto-saboter. Oui. Tu vois, alors, donc... alors, bon, ça, on explique, mais alors, comment on s'en sort? Eh bien, plusieurs façons pour y arriver, mais je vous proposais d'y arriver en 8 étapes. Donc, oui. Voilà, première chose, c'est déjà d'apprendre à se connaître, oui. Savoir qui je suis et ce que je veux vraiment. Ça paraît banal, mais c'est la base. C'est-à-dire qu'en fonction de qui je suis, ce que je sais que je veux, eh bien, il y a des choses que je vais éviter de faire, ou du moins, je me mettrai des limites à moi-même, tu vois. Ou encore, je vais pouvoir aller dans un déblocage par rapport à une situation qui va être complexe pour moi. Si je sais que je veux atteindre tel objectif, que ça correspond à ma personnalité, eh bien, je vais y parvenir en ce sens, tu vois. Alors ensuite, ça va être de méditer pour arriver à chasser les pensées négatives. Je parle beaucoup de méditation, n'est-ce pas? Ça, c'est important aussi, puisque ça aide à se recentrer sur soi. Ensuite, eh bien, ça va être d'apprécier la peur. C'est bizarre quand on dit ça, hein, mais une peur est nécessaire. C'est une émotion qui va aider à montrer que je suis arrivée dans une situation où je suis dans un inconfort, mais qui, en même temps, va m'interpeller sur ce que je peux faire pour en sortir et actionner des bons leviers. Ensuite, se traiter avec égoïsme, c'est-à-dire se focaliser sur soi. Oui. Voilà, pas dans le sens où j'oublie les autres personnes n'existent, hein, simplement se recentrer sur soi parce que j'en ai besoin pour sortir d'une situation qui ne me convient pas. Après, nous allons arriver à une phase où il va falloir être bienveillant. Ça, de toute façon, ça englobe, hein, je dis après, mais ça englobe une attitude de bienveillance envers soi. Hein. Et puis, pour arriver justement à sortir de ce qui est négatif par rapport à l'autosabotage, eh bien, ça va être d'être en phase avec son enfant intérieur. Nous avons tous un enfant intérieur. Nous avons tous envie de jouer, de s'amuser. Donc, ça va être de stimuler cet enfant intérieur qui est en nous en passant ensuite à l'action, poser des actes. Donc, se servir de l'humour aussi pour dédramatiser certaines situations et passer à l'action. Tu vois, Danick? Oui. Voilà quelques points. Les 8... Voilà, on va dire les 8 étapes, les 8 façons de réussir à sortir de l'auto-sabotage et de surmonter cela, tout simplement. Donc, en fait, il faut commencer. C'est ça, il faut commencer pour passer à l'action et pour aller plus loin, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, puisque ce n'est pas évident. Hein, c'est quelque chose qui se travaille aussi, donc déjà seul, mais aussi en étant accompagné. N'hésitez pas à me contacter. Hein, je suis là aussi pour cela, donc avec les coordonnées qui s'affichent, sachant qu'on va reprendre aussi les voyages intérieurs, le bien-être d'Annick, on en parlera la prochaine fois. Merci en tout cas, Barbara. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. C'est le challenge. C'est ça, c'est le challenge. Et on verra, je suis trop. Voilà. Voilà, les ZCL continuent. À tout de suite.
Voilà, dernier tour dans l'actualité avec cette conférence de l'ARS sur la question des AVC, puisque vous savez, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, qui meurent avec des AVC. Cet accident vasculo-cocordien qui tue des Guadeloupéens. Et pour ça, l'ARS donne un certain nombre de précisions lors d'une conférence devant Charlie Dagonia. Il nous raconte. On constate de plus en plus que les patients viennent aux urgences, mais un peu plus tard. Et quand on leur dit de venir un peu plus vite, c'est pas vite après l'arrivée aux urgences, mais le vite, c'est vraiment à partir du début des symptômes. Et il faut que cela soit vraiment intégré. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà des 4h30, c'est simplement pas possible d'agir parce que on va simplement nuire aux patients et on n'est pas là pour ça. Comme l'a rappelé aujourd'hui le docteur Akrom Bessi de l'équipe neurologie du CHU, les signes reconnaissables ont été rappelés, notamment dans le logo VITE, V-I-T-E. Les 3 premiers étant effectivement la reconnaissance des signes, et le dernier, le E, c'est l'extrême urgence, en fait, à reconnaître ces signes et à appeler le 15 si un de ses proches est concerné par ces signes. On a 2 types d'AVC. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est soit le vaisseau sanguin qui est rompu, ou alors c'est un caillot qui a migré dans la circulation sanguine et qui a provoqué cet AVC. Dans l'un ou l'autre des cas, la souffrance cérébrale est générée et les causes sont différentes lorsque c'est une rupture de la terre ou lorsque c'est un caillot qui a migré. Ce qu'on attend, c'est bien sûr de rappeler sans cesse à la population effectivement la reconnaissance de ces signes. Il faut vraiment que ça devienne instinctif. Il faut que ça soit naturel de vite reconnaître ces signes pour justement vite pouvoir appeler en extrême urgence donc les services de secours pour que la personne puisse être dans des délais très très rapides, être pris en charge, parce qu'on sait que passer ces délais qui sont vraiment très très courts, on peut avoir des conséquences très très graves et voire même définitives une fois que l'accident a été diagnostiqué. Lorsqu'il s'agit de la rupture de la terre, la cause la plus importante, la cause qui doit être vraiment connue de tous, c'est l'hypertension artérielle. Et lorsque un patient hypertendu présente un pic de tension, cela peut évoluer simplement, aller rompre la terre et donner un accident vasculaire cérébral hémorragique. Et en l'occurrence, l'AVC, c'est un phénomène très général, pour le coup, qui touche la planète entière, mais qui nous concerne, nous, particulièrement en Guadeloupe, parce qu'on sait qu'on est concerné par des problématiques telles que le diabète et l'HTA, donc l'hypertension artérielle. Et comme le disait le docteur Akrom Bessi, c'est une association de malfaiteurs, comme on dit, parce qu'elle a les plus graves conséquences et elle fait que de nombreuses personnes ici sur le territoire sont concernées par les accidents vasculaires cérébraux. Voilà, avant de terminer, on fait un dernier focus sur nos amis Kamit qui sont là. Je ne sais pas si Michael a terminé. Non, pas encore. Il me reste un peu pour faire la couleur, mais ça avance. Ça avance? Ça avance. Oui. Tu nous montres, Jordan, ce qui se fait? Oui. Ouais. Voilà. Ok, bien. Parfait. Bon, ben, à suivre. C'est à suivre. Affaire à suivre. C'est à suivre. C'est volume 1. D'accord. Parce qu'en volume 2. En tout cas, rendez-vous avec vous demain. De toute façon, j'aurai l'occasion devant la presse de présenter vos 2 albums. Et puis, j'ai dit ça toute la semaine, jusqu'au 16. Nos amis Kamit sont en Guadeloupe pour animer les ateliers, se faire connaître, aller dans les écoles qui demandent et voir les gens et puis pratiquer le manga afro-caribéen. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà, on va rappeler très rapidement ce qu'on a fait aujourd'hui. On a reçu Madame Gabrielle Carabin, maire de Moule, comme la présidente de la commission des personnes âgées. Aline Mijoin est venue nous parler de la myopie évolutive, mais aussi de ces 2 jeunes Guadeloupéens qui ont remporté 2 concours du MOF, meilleur ouvrier de France dans le domaine de l'optique, M. Chatrao et M. Ravin. Ensuite, avec notre infirmière naturopathe herboriste Cynthia Lefort, on a fait un petit focus sur la rose cayenne et tout ce qu'on peut faire avec, aussi bien des crèmes de rose porcelaine, pas cayenne, rose porcelaine, crème pour le visage, ou aussi de la confiture.
Nous avons reçu Barbara Blanc-Pierre, comme d'habitude, pour sa chronique. Et nous avons terminé avec nos amis Kamit. Je vous rappelle, tome 1, tome 2, déjà en vente un peu partout en Guadeloupe. Et puis vous aurez l'occasion de les rencontrer en live, puisqu'ils seront en Guadeloupe, ils sont là, ils sont avec nous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était avec Jordan et aussi avec la tablette graphique de nos amis qui sont très digitaux. Et on va les retrouver pendant une dizaine de jours en Guadeloupe en direct. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, c'est la conférence de presse de lancement, mais on sera quand même présent avec vous pour présenter le ZCL. Ciao, bye bye.